Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse de ce jeudi, 4e numéro, même d'ailleurs, et nous discutons avec l'honorable Jean Kissi du CAR. Honorable, et nous sommes en train de discuter d'un certain nombre de choses, surtout de l'actualité de notre pays. Nous savons, je le disais avant la pause, que il y a des élections qui nous attendent, des élections législatives et régionales nous attendent le 13 avril prochain. Alors, pour vous, comment vous appréciez les préparatifs alors de ces élections? C'est malheureux ce qui se passe. C'est très malheureux. La façon dont la date de ces élections a été annoncée même a été un grand stress pour l'opposition, mais aussi pour les populations. On savait quand le mandat des députés devait finir. Alors on savait tout ça, on n'avait rien fait. Mais la population cherchait à savoir pourquoi ils n'ont pas pu organiser les élections. C'est l'explication qu'on demandait. Et paf, arrivé un jour, on leur dit que la dernière semaine de mars, il y aura les élections. Alors qu'il y avait des contestations sur le fichier, etc. Et puis, patatras, on dit que c'est le 13 avril. Donc tout ça, on sait, on ne sait pas. On vous colle ça au nez, tout ça. Ça a été un grand stress pour la population. Vous savez, on a l'impression que tout ça, c'est un conflit entre le pouvoir et la CENI. Ce qui se fait. Parce que une compétition, les élections, c'est comme une compétition sportive là. Dans les compétitions sportives, tout ce que vous appelez à compétir, vous leur dites à date échue l'échéance qui est prévue, qu'à telle date vous aurez la compétition. Préparez-vous. Vous devez mettre ci, vous devez disposer de ci et vous devez disposer de ça. Et tout le monde, tous les athlètes ou bien tous les sportifs doivent être au même niveau d'information. Quelqu'un ne peut pas avoir l'information et se préparer en catimini, être prêt. Et c'est à la dernière minute que l'autre doit avoir les informations. Tout le monde doit avoir les informations. À la dernière minute, vous donnez les instructions qu'il faut et c'est ça que nous appelions à l'école, attention, prêt, partez. Et quand vous êtes informé comme ça, on dit, attention, prêt, partez, vous êtes prêts à partir tous ensemble. Nous étions là lorsque les choses se préparaient, lorsque UNIR a demandé aux gens de préparer leur candidature, d'envoyer les dossiers, on l'a situé sur les conditions, etc. Nous, on ne nous disait rien. Et dès qu'ils ont fini, patatrac, il nous dit, il y aura les élections le 13 avril. Au CPC, il y a les discussions qui se faisaient là. Et est-ce que vous croyez qu'une date a été fixée au CPC? Non. Pour ce que j'ai entendu, en tout cas pour tout ce que vous avez entendu, aucune date n'a été fixée au CPC. Sinon, le communiqué du CPC l'aurait dit. En principe, dans le processus électoral, un processus électoral correct, il ne revient même pas au pouvoir de se lever un matin lorsqu'on se pose des questions et d'annoncer les choses. Non. Il revient à la CENI d'annoncer un chronogramme. Ce n'est pas le pouvoir qui organise les élections. Contrairement à ce que mon frère Adrien Beliki a dit la dernière fois sur Canal FM et sur Victoire FM hier, il ne revient pas à l'État ou au gouvernement d'organiser les élections. Les textes que nous avons dit que c'est la CENI qui organise les élections avec le concours du gouvernement. Il revient à la CENI de dresser le chronogramme et dans le chronogramme de la CENI, le pouvoir va voir ce qui sont ses prérogatives à faire. Quand la CENI dresse le chronogramme, on nous informe, nous tous, qui sommes des politiques ou qui sommes prêts à aller aux élections, on doit être au même niveau d'information. Je ne sais pas, Pascal, si vous vous souvenez, il y a un certain nombre d'élections avant, les CENI qui étaient là, ils nous appelaient à l'hôtel qui est devenu Le Béné, là. L'hôtel Le Béné, c'était devenu hôtel Ibis, voilà. C'est au temps d'Ibis qu'on nous appelait. Et on nous informait. Après, on appelait les journalistes aussi et on les informait. Mais on a l'impression que cette CENI est totalement incompétente. Elle ne dit rien à personne. Vous ne nous informez pas sur les règles d'une élection et puis vous nous dites allez aux élections. Comment est-ce qu'on organise une élection comme ça? C'est déséquilibré. Donc c'est la CENI qui devait financer le chronogramme et le gouvernement voit dans le chronogramme qu'est-ce que moi je dois faire. C'est moi qui dois convoquer le corps électoral. Ok, à partir du moment où la date est échue pour la CENI, je convoque le corps électoral. Voilà, qui doit faire la prochaine activité. Mais tel que ça se fait là, c'est comme si c'est le gouvernement qui donne le là. Et moi, je suis malheureux que des gens qui se disent de l'opposition aillent justifier sur les radios que c'est le gouvernement qui a les prérogatives d'organiser les élections. Les textes ne le disent pas comme ça. Si vous lisez l'article 8 du Code électoral, elle dit bien que la CENI est chargée de l'organisation et de la supervision des opérations électorales, des opérations référendaires et électorales. Je ne sais pas où les notes trouvent.
à aller défendre le gouvernement et à dire que c'est le gouvernement qui a les prérogatives d'organiser les élections. Voilà. Et entre-temps, c'est la répartition des sièges, déjà ces sièges même qui ont été portés à 113 pour la prochaine législature. Et c'est cette répartition qui a constitué alors de polémiques au sein de la classe politique. Pour vous, est-ce que ces répartitions, est-ce que c'est équitable? Non. C'est une incongruité. Hein. C'est un fait grave ce qui se passe. C'est un fait grave et paradoxal. Parce que ce que des gens n'ont pas lu, sur d'autres registres, on a bien fait. Pourquoi on ne peut pas copier pour mieux faire? Vous savez, le découpage suit un certain nombre de standards. On trouve un quotient et à partir de ce quotient-là, tout le monde n'est pas représenté de la même façon. Hein. Jamais, je comprends. Mais on trouve un quotient. Quand vous trouvez le quotient, pour le cas du Togo par exemple, vous pouvez dire de toutes les façons, chaque préfecture, ancienne ou nouvelle, doit avoir 2 députés. Mais à partir de ce moment-là, vous devez définir comment est-ce que ça augmente pour ceux qui en ont plus. Donc vous pouvez fixer un chiffre en disant, donc de ce zéro-là jusqu'à 100 000, ils ont 2 députés. Maintenant, vous commencez à partir de 100 000 et c'est là où vous commencez. Vous pouvez fixer à raison de 100 000. Vous pouvez dire tous ceux qui ont de 100 000 à 200 000 ont un 3e député. Tous ceux qui ont de 300 000 à 400 000 ont un 4e député. Et puis après, il y a un plafond quand même. Pour les grandes préfectures, il arrive un moment où il y a un plafond. Où vous pouvez dire, ceux qui ont de 100 000 à 225 000, donc 125 000 de plus, il y a un député de plus. Donc de 225 000 à 350 000, 125 000, c'est comme ça les standards internationaux. Vous posez ces standards-là, et c'est après ces standards que vous mettez les spécificités qui sont rares. Pour ce que je connais, pour ce que j'ai étudié pour le temps que j'ai fait en Europe, quelles peuvent être les spécificités? Les spécificités peuvent être une particularité ethnique. Quand vous prenez la France, par exemple, vous allez à la Corse. Il y a une partie de la Corse qui est détachée de la France. Mais il y a une partie qui est rattachée où il y a encore des Corses. Le quotient en France est autour de 125 000 à 160 000 pour avoir un député. Mais lorsque vous allez dans cette région de la Corse qui est collée à la France, s'ils sont par exemple 65 000, alors que le quotient chez eux est à 140 000. Ça veut dire que si vous ne leur donnez pas dans la région de ces 65 000, vous risquez d'aller à une élection où les autres populations qui ont 75 000 ajoutés à leurs 65 000, ça fait 140 000, vont avoir un député alors qu'on sait que c'est une région corse. Si vous ne faites pas cette spécificité-là, ça peut amener des problèmes. Ils peuvent revendiquer qu'il y a d'autres qui les représentent, qui sont venus chez nous et qui nous représentent dans nos régions. Ça peut être une spécificité. La seconde spécificité peut être géographique. Et on a l'exemple chez nous. Quand vous prenez la plaine de Meaux, la plaine de Meaux est tellement enclavée que pour y aller, c'est difficile. Et on peut dire que même si on a fixé le quota à 100 000, que pour la plaine de Meaux, même s'ils ne sont que 40 000, il faut leur donner ces 2 députés. Donc ça devient une rare spécificité géographique. Et ça reste comme ça jusqu'à ce que, quand vous prenez l'exemple de la plaine de Meaux, elle est symptomatique. Les études géographiques ont prouvé que la plaine de Meaux restera difficile d'accès jusqu'à ce qu'on ouvre un tunnel. Parce qu'il y a une partie de la montagne où on peut ouvrir un tunnel. Quand vous ouvrez le tunnel vers la plaine de Meaux, à environ 10 minutes, vous êtes dans la plaine de Meaux. Le jour où on ouvrira ce tunnel-là, on dira que cette spécificité n'existe plus parce que l'accès est facilité par le tunnel. Voilà ce que nous connaissons. Et je vous ai dit que nos textes le prévoient. Quand vous prenez le texte sur la décentralisation, l'article 86 dit le nombre de conseillers par commune est fixé comme suit. 11 pour les communes dont la population est inférieure à 50 000. 15 pour les communes dont la population est composée de 50 000 à 100 000. 19 pour les communes dont la population est comprise entre 101 000 et 150 000, etc. La même chose est prévue pour les élections régionales, où vous pouvez lire, pour les élections régionales, on fixe le nombre qu'il faut pour une région qui a telle population et telle. Les régions, ce qui est pire et qui est paradoxal, c'est que les régionales ont la même circonscription électorale aujourd'hui que les législatives. Alors, pourquoi faire drama pour Kodjo et faire bon pour Kofi? Pourquoi ils font ça? Les critères qui ont veillé à répartir les sièges, qui sont répartis par préfecture, parce que les circonscriptions électorales pour les régionales aussi, c'est les préfectures. Les circonscriptions électorales pour les législatives, c'est les préfectures. Pourquoi sur le même registre, sur le même comportement électoral, on prend les régions et on dit que ceux qui ont de tel à tel ont tel nombre de députés, ceux qui ont de conseillers régionaux, et on vient chez les députés et on fait du gerrymandering. On coupe, on prend une préfecture qui a 167 000 habitants, on monte son chiffre.
de 3 à 4 députés, on prend une autre préfecture qui a 223 000 habitants et on descend, on garde son chiffre à 3 députés et pire, on va dans le Zian, dans une préfecture qui est allée jusqu'à 500 000 habitants et on lui garde 4 députés. On prend une préfecture qui a 167 000 habitants et on lui donne 4. Ça veut dire que lui, il a environ 44 000 pour avoir un député. Vous allez dans le Zian et vous prenez 500 000 habitants et vous lui donnez 4. Ça veut dire qu'eux, ils ont besoin de 125 000. 3 fois le chiffre de l'autre pour avoir un député. Alors, l'autre sujet qui fait polémique, bien sûr, c'est la question de la caution. La caution qui a été augmentée maintenant à 500 000 et de moitié même d'ailleurs pour les femmes. Et finalement, comment vous appréciez cela? Parce qu'il y a des gens quand même qui trouvent que c'est exagéré. Ça aussi, c'est un dommage. J'ai écouté le même politicien dire la dernière fois que la politique, c'est une question d'argent. J'ai été stomaqué. J'ai dit, c'est des gens que je connais. Mais est-ce que vraiment ce n'est pas des moyens, la politique? La politique, ce n'est pas une question d'argent. À partir du moment où l'argent rentre dans la politique, ça devient de la perversité. Nous avons la preuve. L'affaire Big Malion. S'il n'y a pas d'interdiction qu'il ne doit pas y avoir autant d'argent en politique, pourquoi on fait un procès à Nicolas Sarkozy qu'il a dépensé trop d'argent? Qu'il est indigne en politique? Comment des politiciens togolais peuvent se lever et dire que la politique c'est une question d'argent? Que la politique soit une question d'argent, c'est la perversité. Parce que les compétences... Moi, j'ai été député à l'Assemblée. Et je vous dis, les compétences qu'on développe là-bas, ceux qui ont pu travailler là-bas, ce n'est pas ceux qui ont de l'argent. Si vous vous rappelez de notre législature, qui fait partie de l'une des législatures qui a été félicitée, quand tu prends ceux qui ont travaillé, je laisse ma personne, parce que c'est difficile de parler de sa personne. Quand tu prends le docteur Kampatip, tu prends Isabelle Manavi, comment on appelle le nom, Ameganvi, et tu prends Tignokpa, qui est de l'UNIR, il y a une dame de l'UNIR. Oui. Tu prends ceux-là, ce ne sont pas les plus riches, mais la plus grande partie du travail, c'est eux, c'est nous qui avions travaillé cette assemblée-là, et tous les Togolais disent, assemblée Wanya, comme la première assemblée de Maître Abouibo. Ce ne sont pas les riches, les enfants Renoumadi, etc. Ce ne sont pas les riches qui ont fait le travail. Moi, je vous dis, dans notre assemblée, il y avait des gens qui étaient des richissimes. Ils avaient de très grandes affaires, etc. Je ne les ai jamais vus parler jusqu'à la fin de la législature. Je vous assure tout. C'est nous qui avons fait le travail et c'est comme ça. Donc, la politique ne devait pas être une question d'argent. C'est la perversité. À partir du moment où c'est l'argent qui fait la politique, ça devient de l'achat de conscience et c'est de la perversité. C'est de la perversité. C'est la compétence qui fait la politique. D'accord. Alors, c'est vrai, il nous reste seulement que 2 minutes, mais j'aimerais que vous disiez un tout petit peu quelque chose sur la CEDEAO. La CEDEAO qui est en quelque sorte dans l'impasse depuis un temps. On se souvient même d'ailleurs de ces 3 pays qui ont quitté la CEDEAO avec ses conséquences, bien sûr. Je veux bien parler alors du Burkina Faso, du Mali et aussi du Niger. Et aujourd'hui, comme le dirait quelqu'un hier, qui peut sauver la CEDEAO? Est-ce que la question ne mérite pas d'être posée, Jean Kissi? Non, je crois que Yacoubou Gowon a posé les bonnes questions. La CEDEAO a besoin d'être réformée, profondément. Profondément, elle a besoin d'être réformée. Vous savez, moi j'ai prédit ce qui se passe à la CEDEAO là. J'ai prédit ça, c'était quelle année? Je crois que c'était début 2019 sur Victoire FM. Je vais voir si Joachim peut rechercher l'émission là. J'avais dit la CEDEAO allait avoir des problèmes. Et les problèmes de la CEDEAO vont venir de la façon dont il a géré la crise Tipeee au Togo. Ce qu'ils nous ont fait là, j'étais convaincu. Mais expliquez-moi ça en français. Qu'ils vont en subir les conséquences un jour. Voilà, ils vont être rattrapés par les faits un jour. Et ça n'a pas tardé. Moi, je crois que la CEDEAO a besoin de grandes réformes. Et peut-être si les leaders nous écoutent, la première réforme, ou la principale dont la CEDEAO a besoin, c'est de donner le pouvoir qu'il faut au Parlement de la CEDEAO. C'est-à-dire que ce ne soit plus un conglomérat de chefs d'État, mais la CEDEAO est un Parlement, de donner le pouvoir au Parlement de la CEDEAO de réguler ce que les chefs d'État font. Sinon, eux-mêmes, ils s'asseyent dans leur salon et ils font n'importe quoi.
Parce que quand le pouvoir est donné au Parlement, reconnu par l'Union européenne, reconnu par l'ONU, reconnu par l'Union africaine, que c'est le Parlement en dernier ressort lorsqu'il y a des problèmes, qui se prononce, le Parlement de la CEDEAO, qui se prononce, ça aura de l'effet. Parce que, vous savez, toutes les décisions de justice de la CEDEAO, quand ces décisions sont prises, elles ne sont respectées par aucun État. Comment eux-mêmes, ils veulent sauvegarder la CEDEAO si eux-mêmes ne respectent pas? Combien de procès on n'a pas fait pour le Togo? Pachao, et l'affaire UFC, ANCO, et beaucoup de procès là. Magla, rappelez-moi les procès. Bojonao. Voilà, c'est ce que j'ai dit, député UFC, ANC. Jamais rien n'a été respecté. Parce que la justice de la CEDEAO, oui, mais ce qu'on a demandé de faire, ce n'est pas une affaire pécuniaire. Là où on a demandé de... Voilà, la dernière en date, c'est le Agbeyome. Agbeyome, on lui a rendu justice à la CEDEAO. Mais est-ce que ça a été exécuté? Donc, si on ne trouve pas une instance à partir de laquelle on régule et que les États doivent respecter la décision de la CEDEAO, qu'est-ce que la CEDEAO va donner? La CEDEAO ne donnera rien. Selon ce que